Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le lundi 18 novembre 2019. On continue à parler de ce double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 et l'opposition qui se met en ordre de bataille pour mutualiser les listes. À Douala premier, par exemple, le PCRN de Cabral Libye, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a donc mis en place une plateforme entre le PCRN et l'UDC à Douala premier avec Sambaka en tête de proue. Donc le PCRN va, on va dire, dissoudre ses candidats dans une liste UDC à Douala premier. Madame, Monsieur, ça commence à bouger sur le terrain de la mutualisation des listes pour l'opposition. Il faut également dire qu'à Douala deuxième, ça bouge énormément parce que selon les dernières indiscrétions, c'est presque une exclusivité, une primeur sur Equinox ce matin. Selon les dernières indiscrétions, vous avez à Douala deuxième une liste qui pourrait être constituée du MRC, du SDF et de l'UDC. Donc la mutualisation des listes continue à se faire. Il y a évidemment des pourparlers entre ces trois partis politiques là, le MRC, le SDF et l'UDC. On va dire que les négociations sont très avancées et que d'ici quelques heures, quelques jours, vous aurez les résultats de ces échanges et pourparlers à Douala deuxième entre le MRC, l'UDC et le SDF. Donc sur le territoire national, ça bouge beaucoup. On avait déjà vu ça à Yaoundé 4 sur un communiqué conjoint signé entre le SDF, le MRC et le CRAC, le parti de Bernard Djonga. Donc l'opposition est en note de bataille pour ce double scrutin du 9 février 2020, législatif et municipal. En tout cas, les Camerounais sont très attentifs sur ce que sera le Cameroun au lendemain de ce double scrutin, puisqu'on va bien voir que ce sont les conseillers municipaux, les mairies, les communes du Cameroun et les députés qui vont remettre leur mandat en jeu. Alors, Madame, Monsieur, comme chaque matin, l'équipe est en place. Nous sommes bien là ce matin. Monsieur Bachou Charlamel, bonjour et bienvenue à vous, monsieur. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Au moment où tous se battent pour mutualiser les forces au niveau de Lobo, dans la commune d'arrondissement de Lobo, le maire, le sous-préfet sont introuvables. Où se trouve-t-il donc en ce moment? Qui aura la primeur de les rappeler à l'ordre, histoire de venir mettre à jour l'ensemble des documents pour les futurs candidats? Était-ce le ministre de l'administration territoriale ou peut-être le gouverneur du centre? Dans tous les cas, les futurs candidats sont aux abois. Le maire et le sous-préfet sont jusqu'à ce jour introuvables. Voilà, on va dire que les tracasseries continuent pour la constitution des listes dans les différentes sous-préfectures et les mairies du Cameroun. Vous savez quels sont les documents qui aujourd'hui font problème. C'est d'abord l'extrait de l'acte de naissance qu'on retire dans la commune où on est né. On a également l'attestation de non-redevance qu'on retire donc auprès des centres divisionnaires des impôts. Là également, il y a un petit souci. Et nous avons enfin le certificat de domicile que l'on retire dans les sous-préfectures du lieu où on va poser sa candidature. On voit très bien que là encore, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se bloquer. L'appareil est en train de se gripper. L'appareil est grippé, pour parler trivialement. Également sur le plateau ce matin, Karine Santia, bonjour et bienvenue à vous, madame. Bonjour, monsieur Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Une personne a osé dire non à une nomination au Cameroun. On parle ce matin de Modeste Mbami qui refuse d'être à la tête de la sélection A' de l'équipe nationale du Cameroun pour le CHAN prochain. Le team manager. Voilà, c'est important de le signaler parce qu'évidemment, on voit très bien que les choses sont en train de bouger. On va comprendre pourquoi le refus de Modeste Mbami, madame, monsieur, dans un contexte où le football camerounais a enregistré évidemment une victoire hier face au Rwanda dans les qualificatifs de la CAN 2021 au Cameroun, même si pour le Cameroun, c'est pas un grand enjeu, puisque le Cameroun, en tant que pays organisateur de la CAN 2021, est qualifié d'office, mais on ne sait jamais. En 2019, on a vu ce qui s'est passé, donc mieux vaut jouer à fond ces éliminatoires-là. Également sur le plateau ce matin, Bobo Bengan, bonjour et bienvenue.
Bonjour Monsieur Foposi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je salue en particulier et de manière honorable le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, Monsieur Paul Biya. Il a sorti des circulaires et là maintenant il faudrait que le secrétaire général du comité central les fasse appliquer. On pourrait cette fois-ci commencer l'assainissement, non seulement au sein du parti, mais il y aura une implication au sein de l'appareil administratif public. Va-t-on les appliquer? C'est là le problème. Parce qu'il nous souvient également qu'en 2002, il avait sorti sensiblement les mêmes circulaires. L'Action, son journal, a publié une version tronquée. Et c'est Cameroun Tribune qui avait publié la vraie version. On s'est donc trouvé dans une situation où les instructions du président national n'étaient pas appliquées. Aujourd'hui, ceux qui ont doublé les mandats, ceux qui pourraient avoir des problèmes avec le TC, du moins avec la justice, pourraient être écartés. Mais il faudrait que les agents sur le terrain appliquent ces mesures-là. Merci, Monsieur le Président national. En tout cas, on va observer ce qui va se passer au RDPC, puisque vous savez qu'il y a l'injection et la promotion du sang neuf avec des jeunes de moins de 35 ans dans les listes du RDPC attendues. On a également, comme vous le voyez, des mandats, des personnes qui ont mis très long dans des mandats. Et aujourd'hui, de nombreux journaux titrent sur l'extrême nord avec évidemment Kavaye Djibril au Mayo Sava, dans le Mayo Sava. Est-ce que Kavaye Djibril sera donc désavoué? Est-ce que ce sera la fin pour lui? En tout cas, les gens, les médias ce matin en parlent, les journaux en parlent. On verra très bien si l'extrême nord, justement, prend ce chemin-là avec Kavaye Djibril, le très lointain président de l'Assemblée nationale, député du Mayo Sava au Cameroun. Donc, on verra très bien comment ça se passe avec le RDPC et d'autres caciques qui ont mis trop de temps comme députés, près de 4, 5, 6 mandats de suite, même des maires qui ont presque établi les titres fonciers dans certaines communes du Cameroun. On va bien voir que le maire de Sambelima, lui, a assez fondu d'un communiqué pour se défendre, évidemment, sur cette circulaire, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs qui ont couru, comme quoi il serait impliqué dans une procédure judiciaire auprès du TCS. Il a clairement dit qu'il n'en est rien actuellement. Donc vous voyez que les gens commencent à sortir pour s'expliquer. Alors on va, madame, monsieur, démarrer le programme de ce matin avec la première rubrique animée par vous. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un papa et de son fils qui vivent aujourd'hui à couteau tiré parce que le père a dit qu'il va maudire son fils et que celui-là souffrira d'une maladie et tout ça, qu'il souffrirait toute sa vie. L'histoire commence il y a très très longtemps, l'histoire de ce papa qui est un simple fonctionnaire qui a tout misé sur son fils aîné parce que, vous le savez, l'imagerie populaire, c'est que lorsque le fils, il y a 4 ans, ce fils a commencé à travailler à l'étranger. Et 2 ans après, il a été affecté. Tu vois, l'âge pèse déjà sur moi et il est temps que tu prennes la relève. Tes petits frères sont qui à l'université, d'autres. Son père lui dit, comment tu peux me donner ce genre de réponse alors que toi, j'ai tout fait pour que tu sois là pour aider tes petits frères. Il a dit à son père, papa, ce que tu as fait pour moi n'était que ton devoir. Tu étais obligé de le faire. Donc, ne me demande pas aujourd'hui de faire quelque chose qui n'est pas de ma responsabilité. Dans un élan de colère et tout, son père lui dit que, ok, comme c'est comme ça, tu vas me rembourser tout ce que j'ai investi sur toi. Il a dit à son père, d'accord, tu me sors les factures, tu fais les états de ce que tu as investi pour moi, école, machin et autres, je te rembourse. Son père est rentré et il est très nerveux, sa tension a augmenté. Il a essayé de se rapprocher de sa femme pour en parler avec elle, mais elle a dit, je ne me mêlerai pas de ce qui se passe entre ton fils et toi. Donc aujourd'hui, on a un fils qui dit à son père, papa, je suis prêt à rembourser tout ce que tu as fait pour moi et je ne ferai rien pour mes frères. Et en face, on a le père qui est prêt à maudire et à renier complètement son fils. Comment gérer ce genre de situation? D'abord, qu'on soit clair. Qu'on soit clair, il est impossible, quelle que soit la modicité des moyens que vos parents ont mis sur vous, il est impossible de leur rembourser de manière totalement égale. Donc arrêtons les fantasmes des uns et des autres. Que j'ai les factures, j'ai ça. Il est impossible pour un enfant de rembourser ça parce qu'en plus
de l'investissement financier matériel qui est là-dedans. Il y a d'autres investissements qui ne sont pas quantifiables. On ne peut pas les compter. Il faut qu'on soit d'accord. Alors, et sur le côté malédiction, c'est clair, on va dire que ce n'est que justice dans la vie. Hein. Il y a des personnes qui ne sont pas reconnaissantes, des personnes qui sont ingrates. On l'a déjà vu dans plusieurs domaines où des gens à qui vous tenez la main, demain, ont des comportements qui qui surprennent tout le monde. Une personne qui venait vous voir en se mettant à genoux, en suppliant même presque, lorsque vous lui accordez votre épaule, votre aide, lorsque la personne atteint un certain niveau, vous vous demandez si cette personne a un jour été en souffrance. Donc c'est ce qui arrive au quotidien et malheureusement pour le cas d'espèce, ça arrive dans la famille où clairement on voit un enfant qui sort de tout espace, on va dire, normal et ça pose un réel problème. Alors bon, Mbengan, pour vous ce matin, qu'est-ce qu'il y a à ressortir? D'abord, il est déjà maudit, cet enfant. Et vous avez dit quelque chose d'important, j'aimerais insister dessus. Vous avez dit qu'il existe des choses non quantifiables. Effectivement, comment peut-on quantifier l'affection qu'on a eue envers lui? Et moi, je lui retournerai la question. Comme vous pouvez tout rembourser, quantifiez aussi l'affection que votre papa a eue. Vous êtes né jusqu'à... Là, vous êtes allé à l'université, vous facturez et vous remboursez vous-même, puisque vous êtes à mesure de tout rembourser. Non, c'est un enfant qui est déjà maudit. Il est déjà maudit. C'est vrai. Et il risque de perdre son travail. Absolument. Bon, son papa n'a pas encore prononcé le mot de malédiction, mais il est déjà maudit. Le fait qu'il s'est levé contre son père, ce n'est pas bon. Le problème qui se passe justement, et c'est ce que beaucoup de nos enfants ne comprennent pas, on vous dit que le jugement d'hérédité commence lorsque le fils est né, notamment, généralement, le fils est né parce que, au départ, par principe, on sait que les filles iront en mariage. Lorsque le fils est né, construit sa maison, bien, devient quelqu'un, le premier des garçons, il devient, quand on lui fait construire une case, on lui dit, c'est ici que vous construisez, vous allez faire vos champs là-bas. Papa lui dit, et avec ses autres frères, si je ne suis pas là demain, ton cadet, c'est lui qui porte le nom de mon beau-père, il aura telle portion de terrain, il aura ceci. C'est lui qui est mon bombo, mon homonyme, il aura. Ta sœur, telle, si le mariage ne réussit pas, quand il faudrait qu'elle revienne un jour, je ne souhaite pas que le mariage capote, mais s'il arrivait qu'elle revenait un jour, elle est rattachée à tel, voilà. Ça veut dire que mes petits-fils, il faudra voir avec la famille où ta sœur est allée en mariage, est-ce qu'il n'y a pas. Mais s'il y a des difficultés, voilà comment mes petits-fils devront être encadrés. En fait, ce testament-là, nous on n'a pas de notaire. Ce testament-là, l'aîné des garçons doit l'intégrer. Parce que même dans les familles où c'est le dernier qui est le successeur, en fait, c'est l'aîné qui prend la main du successeur de la porte. Donc, quand il veut donc déconstruire tout cela, il porte déjà une malédiction. C'est pas les milliers, il peut même être plus riche que Mo Ibrahim, que ce que vous voulez. Ça n'enlèvera rien, la malédiction. Il parlait un anglais soudanais. Voilà. Donc, il choisit lui-même. C'est que, et il ne voit pas, son papa a eu aussi un comportement, je dirais, honorable. Il dit à sa femme, ton fils regarde. Il dit, laissez régler ça entre vous. Mais l'autre chose qu'on ne nous dit pas, et je suis convaincu, quand une maman se comporte comme ça veut dire que par derrière, elle appelle son fils. Ou alors, elle a déjà appelé son fils, et son fils lui a dit, maman, fous le camp, va, ton mari et toi, votre air est passé. Vraiment, si vous ne pouvez pas, bon. Oui. Ça peut aussi justifier que maman n'a pas pu convaincre son fils en lui disant, mais mon fils, nous avons misé tout pour que tu portes la famille. Parce que ça aussi, il n'y a pas que les garçons. Il arrivait parce que nous, on le sait, quand on donne le nom à l'enfant. La fille, c'est 4 jours après sa naissance, le garçon, c'est 5 jours après. On est en mesure de dire à une fille, j'ai dit, toi, tu portes le nom de ma mère. C'est toi qui porteras cette famille. Et on va t'élever par rapport à ça. Si demain,
tu fais des jongleries parce que vous c'est êtes ça, allé à voilà. l'école. Alors qu'on s'entende, il reste 3 prises de parole, ce sera chacun 2 minutes. Hein. Alors, je commence avec vous, Monsieur Mbachou Chalamel. Alors, Monsieur Eric Fopoussi, quand vous donnez 2 minutes sur un sujet aussi profond, ça Je ne suis pas moi, Ibrahim, ne commencez pas. Moi, on n'est pas au forum de la paix. Ça ne vaudrait même pas la peine de commencer, oui. 2 minutes, ça, c'est please. un affaire profond. 2 minutes. I don't understand. Monsieur Eric Fopoussi, soit cet enfant est dans la logique d'une secte, c'est-à-dire qu'il a été embobiné dans une secte pernicieuse, à laquelle il est contraint de faire certaines cotisations et certaines contributions mensuelles, débordant le quota et lui permettant d'avoir juste le juste milieu pour pouvoir vivre, et il ne le dit pas à les parents. Soit il est victime d'un lavage de cerveau, dans tous les cas, M. Eric Fopoussi. Voilà un peu ce que je peux dire en 2 minutes. D'accord. Alors, Karine Sotiajou, j'avoue que c'est 30 secondes que vous avez fait. Hein. Alors, Karine. Généralement, dans la société, ce qui se passe autour de nous, c'est que tout ce qu'on fait pour vous, on attend un résultat. C'est-à-dire, on attend soit un remerciement, soit un retour de l'appareil. Et je pense que c'est ce que ce jeune n'a pas compris. Et ça me fait mal parce que les parents ont mis trop d'espoir sur lui, trop d'investissement sur lui et n'ont pas fait pareil pour les autres. Généralement, dans les familles, la personne sur qui on investit le plus, c'est la personne qui déçoit le plus. Et la personne sur qui on n'a même pas investi est la personne qui déçoit, qui réussit à donner du sourire. Donc, je pense que les parents devraient commencer un peu à équilibrer les investissements qu'ils font sur les enfants, pour qu'un enfant ne pense pas que c'est une obligation pour lui de réussir et de devoir tenir la main à ses frères, même si c'est normal. Ce n'est que normal parce que autour de vous, lorsque vous êtes le seul à pouvoir manger chez vous, ça vous fait mal. Vous n'avez pas le courage de soulever la cuillère. Lorsque vous êtes le seul chez vous à pouvoir donner une cuillère à votre papa, ça vous fait mal parce qu'on attend trop de vous. Et vous, ça devient lourd. Alors qu'il pouvait bien donner aux autres. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'un tel comportement? C'est une secte, comme dit Charles Hamel? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il a subi un lavage philosophique. Il est dans une philosophie qui ne cadre pas. Les sectes, c'est aussi comme ça. Je ne suis pas dans ce cadre-là. Oui. Vraiment, M. Mbachou est peut-être plus à même de mieux expliquer ça. Mais moi, je suis dans le cadre où il y a des personnes foncièrement méchantes qui réussissent et refusent d'aider les autres, qui n'ont même pas besoin de secte. Vraiment pas du tout. Qui n'ont pas besoin d'être dans un groupe pernicieux ou autre, mais qui, dans leur âme, c'est que ce qu'il a fait pour moi, je ne suis pas obligé. Voilà le terme utilisé, obligé de faire aux autres. Parce qu'il se dit, il est seul et reste uno. Donc, il n'a pas véritablement compris les règles de la société. Et ça commence par la famille. Si dans votre maison, les gens n'arrivent pas à manger et vous avez, ça veut dire que votre argent n'est pas un argent qui aide. Ça ne sert à rien d'avoir de l'argent si on ne peut pas partager. Ça ne sert à rien de réussir et de ne pas pouvoir faire en sorte que les autres autour de nous puissent jouir de notre réussite. Même si après, donner tous les jours du poisson à quelqu'un ne l'aide pas, autant mieux lui apprendre à pêcher. D'accord. Dominique Audrey, je rappelle que M. Mbachou a refusé de consommer ses 2 minutes de parole, donc vous aurez beaucoup plus de temps aujourd'hui pour parler. Allez-y, on vous écoute. Moi, je n'ai pas trop grand-chose à dire, sauf que le père a raté l'éducation de son fils parce qu'il s'est concentré sur l'instruction. Je suis de ceux qui pensent qu'il est important même si l'enfant est petit, faites savoir à l'enfant qu'il a sa part, qu'il a une place entière et égale dans la famille. Si c'est un enfant de 3 ans, même si on estime que les enfants n'ont pas de décision ou bien de choix à exprimer, moi je pense que si dès le bas âge, on apprend à l'enfant que toi, ta charge c'est ceci, le matin tu prends ton seau de 5 litres, tu pars puiser l'eau pour qu'on se brosse les dents, tous les matins, ce sont des valeurs qu'on donne à l'enfant et en grandissant, forcément, ça vient de façon, ça vient naturellement. Le père s'est dit, non, s'il va à l'école, il va à l'école, il va à l'école, on va arriver. Mais il a laissé passer le plus important. C'était l'amour de la famille que son père n'a pas inculqué. Bon, c'est pas mal en soi de vouloir que son fils soit bien pour relever les autres, mais son père a négligé un pan qui aujourd'hui le rattrape. Mais comment avec 8 millions de francs par mois, on ne peut pas aider quelqu'un si ce n'est pas un argent conditionné? Peut-être il veut manger son argent seul, souffrir seul, mourir seul, on n'en sait rien, peut-être c'est ça. Mais si c'est ça, pourquoi ne pas le dire? Il y a dans des familles des gens qui ont des façons
distinctive de manifester leur appartenance à certaines sectes. Il y a des personnes qui, avant de vous donner l'argent, ils froissent, par exemple. Et maintenant, les personnes en face savent que si tu froisses l'argent avant de me donner, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et maintenant, on prend juste des précautions. Donc, à ce père, moi, je dirais, il ne faut pas le maudire. Il ne faut pas le maudire parce que la vie en elle-même va se charger de lui donner des leçons. Vous le mettez en quarantaine, vous l'oubliez. Et aux autres, vous essayez de faire le maximum pour eux. Alors, c'est tout. Bon, quand même, sur cette hypothèse qui y aurait derrière on va dire des raisons, des causes surnaturelles, qu'il aurait contracté des pactes, ça vous semble quelque chose de plausible? Oui. Nous vivons ça régulièrement. Vous voyez un gars, comme on dit, il a réussi socialement, il a un peu, comme on dit au quartier, et vous voyez autour de lui, n'êtes pas ses frères, n'êtes personne. N'êtes personne. C'est-à-dire que même la voiture que vous demandez de laver pour vous donner 500 francs, ben, ça devient un problème. C'est l'argent conditionné, ça existe. Ça existe, ça aussi. Donc, c'est un enfant. Moi, je ne pense pas que son éducation ait été ratée. Je ne pense pas. Parce que quand vous voyez le comportement, vous avez rapporté le comportement de sa maman. Ça veut dire qu'on veillait. Il n'y a aucun pan, que ce soit l'instruction ou l'éducation qui a été oublié. Il a été lessivé, il a été soit encadré par des sectes pernicieuses ou alors être dans le logiciel occidental qui veut « j'ai réussi, hein, mes frères, bon, nous on a les mêmes parents, ils sont même pas encore morts, c'est les mêmes moyens qu'on nous donnait et tout, bon, si eux n'ont pas atteint mon niveau, tant pis. » Donc voilà, il peut avoir cela, mais ça existe, les sectes pernicieuses qui empêchent certaines personnes d'aider leur famille, ça existe. Il y en a, il peut venir, il vous dit, buvez tout ce que vous avez dans cette vente à porter, il paye. Mais lorsque vous venez, vous à la rentrée scolaire, il manque un individu, il ne vous donnera rien. Donc voilà. ça existe. C'est malheureux quand même, parce que moi je connais beaucoup de gens comme ça qui peuvent vous faire boire tout ce que vous voulez boire, manger tout ce que vous voulez manger, mais si vous avez un vrai problème d'argent qui concerne des choses assez sérieuses, vous ne verrez pas cette personne. Hein. La personne sera aux abonnés absents, clairement. Donc malheureusement, c'est bien ce qui nous arrive. Encore ce matin, nous n'aurons pas les SMS, malheureusement. Le numéro Madame Sontia, qui est donc qui sert justement de réception de vos messages. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, vous nous en direz davantage. En tout cas, donc il n'y aura pas de message ce matin. Malheureusement, Madame Mission ne dira pas le message. On va se retrouver donc très prochainement pour les différentes sessions d'interaction dans cette émission. Malheureusement, on va tout de suite et maintenant passer à autre chose dans cette émission. On va prendre la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la liberté de manifestation dans ce pays. Quelle interprétation faire de la loi de 1990 portant sur le régime de réunions et de manifestations publiques dans ce pays? De quoi doit-on parler? Déclaration de réunions publiques ou autorisation de manifestations publiques? Vraiment, dites-moi, s'il vous plaît, sommes-nous libres de manifester dans ce pays? Est-ce que moi, j'ai la liberté d'organiser une marche pour contester les coupures sauvages et barbares de Néo? Est-ce que j'ai la liberté dans ce pays, qui est le mien, de déclarer une manifestation contre le pillage à bande organisée des caisses de l'État par les maniaques de ce pays? Non, non et non. Les textes de la République me le confèrent, mais le stylo rouge des préfets et sous-préfets me l'interdiront systématiquement, au risque de me retrouver au village de si je savais. Il devient de plus en plus difficile d'occuper l'espace public au Cameroun sans être dans la logique de déférence au régime en place. Plusieurs éléments indiquent que le régime est en train de se crisper et de s'éloigner de la démocratie. Qu'a-t-on fait du droit au rassemblement pacifique, qui est un droit de l'homme important, permettant à l'opprimé d'exprimer sa capacité en tant qu'humain à se rassembler
et à travailler pour le bien commun. Depuis le retour de la démocratie en 1990, l'opposition et le gouvernement ne s'entendent pas sur les pouvoirs dévolus aux sous-préfets et préfets en matière d'autorisation des réunions et manifestations publiques au Cameroun. La culture des manifestations pacifiques est loin d'être établie dans le tissu camerounais. Les manifestations dans ce pays sont souvent étiquetées comme menaces potentielles à l'ordre public et les administrateurs de l'État hésitent souvent à donner l'autorisation de faire des marches ou des manifestations aux partis d'opposition, aux syndicats et aux autres secteurs de la société civile. Cependant, ces hésitations ne s'appliquent pas souvent à la délivrance d'autorisations pour des défilés de soutien au gouvernement ou pour les activités du parti au pouvoir. Qui viendra le faire? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Comment comprendre que l'ensemble des manifestations organisées par les Camerounais de tous bords, sauf ceux issus des rangs du R, soient systématiquement interdits sous le fallacieux prétexte de troubles à l'ordre public? De quel ordre public s'agit-il lorsque l'on sait que les FMO, forces de maintien de l'ordre, sont là pour? À la différence des pays où les forces de l'ordre, les forces de loi et de l'ordre ont le rôle de protéger les manifestants, ont malencontreusement le mérite d'être à de nombreuses reprises nos forces de l'ordre, reprises accusées d'inciter à la violence ou d'exacerber des situations de violence. Quel est le contenu que l'on est censé placer dans cette notion vague et abstraite de trouble à l'ordre public, qui est l'argument que ces autorités utilisent le plus souvent pour interdire les réunions et manifestations publiques? Comment comprendre que l'application de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990, fixant le régime des réunions et des manifestations publiques au Cameroun, reste toujours confrontée aux velléités des autorités en charge, notamment les gouverneurs, préfets et sous-préfets, qui excellent dans le refus et l'opposition catégorique à l'organisation des manifestations, s'inscrivant toujours dans des interdictions incompréhensibles. Comment comprendre ces obstacles à la liberté de rassemblement? Comment comprendre qu'au Cameroun, les partis politiques de l'opposition subissent continuellement les restrictions administratives autour de leurs manifestations publiques et réunions politiques? Qu'est-ce qui explique la frilosité du pouvoir de Yaoundé en matière de manifestations publiques des partis politiques de l'opposition? Pendant que le parti au pouvoir fait des réunions, manifestations publiques et attroupements non autorisés pour signer les motions de soutien et de déférence à leur président national, l'opposition et la société civile se voient systématiquement refuser les autorisations, même pour les conférences de presse et dédicaces de livres. Rappelons-nous qu'un acteur majeur de la société civile, comme Bernard Djongang, avait été inculpé le 4 juillet 2016 pour manifestation illégale, alors qu'il accompagnait les aviculteurs qui cherchaient à rencontrer le Premier ministre. Que dit de l'UPC, le SDF, le CPP, le mouvement 11 millions, le MRC, qui plusieurs fois ont tenté et se sont vus opposer des refus? En 2015, 2016 et début 2017, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, un autre parti politique de l'opposition au Cameroun, a vu plusieurs de ces événements politiques interdits par les autorités administratives, parfois musclées, comme celle du 29 mars 2016. Rappelons-nous de la manière avec laquelle les FMO ont réprimé le 15 septembre 2015, au lieu du Palais des Sports à Yaoundé, un séminaire organisé par le réseau des ONG Dynamique Citoyenne sur le thème « La gouvernance électorale et l'alternance démocratique », au moment même où on célébrait dans le monde entier la commémoration de la Journée internationale de la démocratie. Fait inédit, le préfet du Foundi a interdit les manifestations de l'opposition, notamment du MRC, dans un communiqué lu sur la radio à capitaux publics au journal parlé du 20h, un 31 mars 2016. Incroyable! Interdiction pour interdiction. Eh bien, il nous sera bientôt signé un refus d'interdiction de respiration. Voilà, donc nous touchons là au domaine des libertés publiques et on sait quels sont des textes, d'ailleurs internationaux, qui encadrent ces libertés publiques. Je voudrais ici citer le pacte civil international des droits civiques et politiques, ce pacte-là qui est
important, un pacte pris en 1966 qui nous permet d'ailleurs d'évoquer toutes ces questions et les libertés qui nous ont été consacrées en 1990 au Cameroun. Force est de constater, comme vous l'avez dit Charles Hamel, que justement ces droits-là sont malheureusement foulés aux pieds et le plus souvent Bobo Bengan l'on jette un regard accusateur aux autorités administratives. Oui, et c'est avec raison. Ce sont les autorités administratives, au lieu d'appliquer la loi, ils se mettent à interpréter la loi. Et c'est pour cette raison également que je pense que les compatriotes ont raison de soupçonner les autorités administratives de collusion incestueuse avec le parti au pouvoir. Ça, ils ont raison. Parce que la session dite de liberté de décembre 90 a quand même adopté un certain nombre d'avancées dans le vote des lois que le chef de l'État a promulguées, notamment celle dont fait allusion Charles Hamel ce matin. Je pense à la loi 90/055 du 19 décembre 90 portant manifestation et réunion publique. Et il est dit clairement qu'il faut déclarer. Quand vous déclarez une manifestation, il faudrait que les organisateurs soient clairement identifiés. L'heure de la manifestation clairement définie, l'objet de la manifestation clairement défini. Et il est dit dans la loi que les organisateurs assument les dérapages qui pourraient survenir. Et vous informez l'autorité administrative qui prend acte. C'est différent de ce qui s'est passé avant cette année-là, avant 90. Là, le régime était soumis à l'autorisation. Ici, on doit informer l'autorité administrative que non, je vais tenir une conférence de presse à tel lieu, du tout ça. Maintenant, on vient même quelquefois vous dire, donnez-moi, l'autorité administrative vous demande, j'allais dire, l'autorisation qui vous permet de demander, par exemple, si c'est un foyer, que vous amenez pour savoir que oui, vous serez dans un foyer. Or, vous êtes là avec votre carte nationale d'identité. Vous, on vous identifie, M. Foposi Negou, vous dites, oui, votre dédicace du livre, vous allez faire ça au foyer protestant tant de tel quartier. C'est vous qui déclarez vos livres, vous dites. Et je vais commencer 14h à 16h. Mais bon, en principe, je vais marquer 18h parce qu'il peut y avoir des échanges et tout. Mais non, l'autorité administrative, il devrait prendre acte. Maintenant, et en plus, la loi commande qu'il doit distribuer cette information, justement pour vous encadrer encore. Ça veut dire quoi? Pour asseoir même leur répression, on dit, ils restent avec, dans leurs archives. Le commissariat de sécurité publique doit avoir une copie, le commissariat aux renseignements généraux doit avoir une copie, la brigade de gendarmerie. Donc, en fait, la loi donne tout à l'autorité administrative avec toutes ces copies-là pour ne pas interdire de manifestations. Mais, j'ai parfois discuté avec les sous-préfets. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les sous-préfets? Ils disent qu'il y a un manque de confiance entre celles des organisations qui demandent, qui déclarent ces marches-là ou ces réunions publiques. Il y a une crise de confiance entre l'administration et ces organisations. Eux, ils craignent qu'il y ait un débordement, un débordement justement, et que le désordre commence dans leur arrondissement. Oui, mais c'est pour ça que le législateur a prévu que l'organisateur de la manifestation doit être clairement connu et identifié. Ça veut dire, monsieur Fopou, vous dites j'assume. On doit donc vous arrêter, puisque la loi vous expose, si vous pouvez permettre l'expression. Maintenant, si les autorités administratives le disent, ça veut dire qu'en fait... Elles craignent un peu pour leur hiérarchie, parce que vous voyez parfois, lorsqu'il y a un débordement, elles vous signalent que ça vient de partout, les numéros sont de Tchaka et Yaoundé, veut savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce mouvement-là dans votre arrondissement. Ça veut dire que il y a un problème d'éducation auprès des autorités administratives qu'on doit mener. J'entends certains compatriotes dire nous avons le retour à la démocratie. Non, c'est le retour au multipartisme. Multipartisme ne veut pas dire démocratie. Oui, il faut le dire. Le 12 février 1991, on a relégalisé 3 partis. Je pense la DIC de Gustave Sakapé à son âme, l'UDC de Ndamdjoya et l'UPC à l'époque dirigé par Dika. Donc, voilà les premiers qui ont rejoint le RDPC à l'époque. Mais c'est le retour au multipartisme, pas à la démocratie. Donc, et on confond les deux, surtout l'autorité administrative confond ça.
il lui reste dans l'esprit, dans le logiciel du parti unique. Et le deuxième niveau, c'est le suivant. La réconciliation entre l'État et la nation. Pourquoi on a bien dit, c'est elles qui savent, devraient le faire, rapprocher l'administration des administrés. C'est-à-dire que les citoyens doivent avoir confiance aux institutions qui encadrent leur épanouissement. Mais lorsque l'autorité administrative se comporte comme telle, ça veut dire qu'il y aura un creux, un fossé même, qui continuera à sévir entre les deux. Voilà. Alors, Dominique Audrey, pour vous, qu'est-ce qui coince pour la situation que nous évoquons ce matin? Le problème, simplement, c'est, selon mon entendement, c'est que c'est un problème politique. On voit généralement devant des hôpitaux certains membres du corps médical faire des sittings, faire des manifestations avec des pancartes et autres. Je crois que cela annonce leur manifestation. Mais je ne comprends pas pourquoi on interdit là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait des ordres? Des seringues, ça peut sortir, non? Pourquoi on n'interdit pas? Et pourquoi lorsque c'est un parti politique qui veut sortir pour marcher, par exemple parce que ils ont un problème, là, ça dérange. Moi, je pense que on est face à des personnes qui, loin de travailler pour les administrés, travaillent pour quelqu'un de précis. On sait tous qu'ils sont à la solde. On finit par déduire qu'ils sont à la solde de quelqu'un et par conséquent, toutes les personnes qui sont en face sont des obstacles, ce sont des personnes des personnes qui ne doivent pas s'exprimer de quelque façon que ce soit. À la base, tout Camerounais devrait pouvoir manifester avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, avec l'obscurité ambiante, avec le manque de route, avec le manque d'eau. Normalement, on devrait pouvoir se lever et marcher. Pour ça, on doit pouvoir se rassembler, faire des sittings devant des ministères et autres sans que ça ne gêne personne, puisque c'est encadré. Et la loi, l'article 6 de la loi de 90 dit que l'autorité devrait délivrer immédiatement après déclaration l'autorisation de manifester, mais que non. Aujourd'hui, on a dans des Camerounais qui ont peur de se faire incarcérer, qui ont peur de se faire brutaliser. Pourtant, ils ne seront pas en dehors de la loi s'ils manifestent leur désir d'exprimer leur mécontentement. On le voit en France partout. C'est un pays que beaucoup prennent en exemple quand ça les arrange, où les gens manifestent constamment, tous les jours dans d'autres pays et ça ne dérange personne. Pourquoi chez nous ça pose problème? Est-ce que le fait, par exemple, pour un parti comme le MRC de manifester, est-ce que ça va déloger le pouvoir en place ou bien ça va... qu'est-ce que ça change si ces personnes la manifestent? Rien du tout puisque vous avez gagné. De quoi avez-vous peur? Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Vous allez rentrer dans la propagande. Ah non, non, non. Du tout, ce n'est pas la propagande. Parce que oui, lorsque propagande, vous déclarez... 71% contre 14%. Bah oui. Oui, mais lorsque vous... non, parce que lorsque vous déclarez... Oui. Les renseignements généraux viennent à la manif. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure de savoir que M. Fopossi, qui nous avait prévu, ça, il y a des intrus. On les a été identifiés, puisqu'ils peuvent même vous interpeller. Tout à fait. C'est pour ça qu'on donne des copies à ces administrations-là. Non, je parle je de comprends, propagande 71% contre 14% qui est repris par certains ce sont des militants, qu'on nous a militants des partis d'un certain parti politique. Alors, Karine. Monsieur Fopossi, la charte des droits de l'homme établit la liberté d'expression comme un droit inaliénable. C'est-à-dire un droit qui équivaut au droit à l'éducation, qui équivaut au droit à la vie. Un être qui vit doit se nourrir et doit avoir la liberté de penser et d'exprimer sa pensée. Maintenant, si on prend seulement cette charte des droits de l'homme là, vous allez comprendre que exprimer son point de vue rime avec manifestation. Pour un groupe, qu'il soit politique, syndical ou autre, la manière la plus simple d'exprimer son point de vue ou peut-être sa colère ou autre chose, c'est la manifestation. Et la manifestation, c'est public. Ce n'est pas une manifestation dans la chambre, sinon personne ne vous verra. Il faut qu'elle soit à l'extérieur pour que les gens voient et que les gens comprennent véritablement de quoi il s'agit. C'est de ça qu'il était question en 2008, en février 2008, lors des émeutes. C'était une manifestation pour les émeutes de la faim. Les gens avaient faim, le prix du carburant avait augmenté et tout. Tout le monde a dit non, là maintenant, il faut qu'on marche parce que
Si on ne marche pas, dorénavant, c'est comme ça que ça va se passer. Raison pour laquelle les gens sont tombés dans la rue. Et vous avez vu toute la vague de répression qui est arrivée et puis la récupération politique juste après. Au Cameroun, ce qui fait mal, c'est qu'on réussisse toujours à voir des gens qui marchent. J'ai l'impression que le régime en place n'a pas compris que mieux vaut laisser ces gens marcher et ne même pas prendre des décisions après. Parce que recaler des marches ou encore interdire des marches ne résout pas les véritables problèmes. Si vous voyez que des associations des droits de l'homme, généralement, même pour faire seulement une conférence de presse, pour informer aux gens que voilà ce qui se passe au nord-ouest, voilà le nombre de personnes qui sont décédées, voilà, on interdit. Récemment, Christian Pendaïkoka a organisé une conférence de presse là où il voulait parler du système économique camerounais et des problèmes avec notre économie et tout. Mais là encore, on a interdit. On ne comprend pas trop. Est-ce que c'est quoi? C'est du politiquement correct, ce qui ne nous va pas, ne peut pas aller à tout le monde, ou encore c'est il ne faut pas les laisser parler parce qu'on sait qu'un peuple qui parle est un peuple libre et un peuple qui est capable de se libérer à tout moment. Mais lorsqu'un peuple reste mu en lui, il ne parle pas, on a l'impression qu'il rumine. Il rumine un potentiel soulèvement à tout moment. Raison pour laquelle c'est même mieux de les laisser parler. Parce qu'au moins là, vous saurez ce qu'ils pensent. Récemment, on a vu comment est-ce que un préfet et un sous-préfet dans la même région ont interdit une manifestation qui était un meeting simple, peut-être de remerciement, je ne sais pas, d'un président de parti politique. Deux communiqués sortis au même moment. Et vous voyez qu'au Cameroun, on est très actif lorsqu'il faut faire des communiqués pareils, mais pas visibles lorsqu'il y a des situations où il faut vraiment réagir. Lorsqu'on vous dit qu'il y a eu incendie ici, il y a eu incendie ici, c'est le lendemain que la personne arrive. Récemment, on a eu la fuite de pétrole, je crois c'était au niveau du carrefour Agip, dans les quartiers qui sont juste en Godi là-bas. C'est quelques jours après qu'on a eu une sortie officielle pour nous expliquer la situation. On a eu ici, dans cette région, un coup de feu, je sais pas, une explosion à la SCDP là-bas, un mur qui avait explosé, on ne sait pas trop ce qui s'était passé, mais il a fallu que les gens en parlent pour que les autorités administratives sortent. Mais si vous dites seulement que un président de parti politique est en train de passer par la localité pour aller dans une autre localité, vous allez voir des véhicules anti-émeutes et autres sortir dans la rue pour attendre le potentiel marcheur. D'accord. Alors, Chalamel, on voit très bien que cette loi de 90 qui consacre des libertés quand même assez fortes aux Camerounais est foulée aux pieds. Elle n'est pas foulée aux pieds, M. Éric Fopoussi. On va dire que ceux qui ont la latitude d'utiliser le stylo rouge sont dotés d'une mauvaise foi. Monsieur Éric Fopoussi, permettez-moi l'expression, une mauvaise foi. Je discutais avec des responsables des partis politiques de l'opposition, on s'est retrouvés à tout hasard, et je leur ai dit, pourquoi chaque fois que le RDPC organise, vous n'envoyez pas vous aussi des lettres anonymes, histoire de dire que cette manifestation, il y aura risque, si jamais on organise, il y aura risque à ce niveau, M. Éric Fopoussi, pour mettre justement les sous-préfets et les préfets dans l'embarras de situation. Ils m'ont fait comprendre que, ah non, chaque fois qu'ils les essayent, c'est comme lettre morte. Donc j'ai dit, M. Éric Fopoussi, vous ne pouvez pas être chez vous, vous avez mal. Vous avez mal, vous criez et vous n'avez pas le droit. On vous interdit le droit de crier. On vous interdit le droit de manifester votre douleur. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les Camerounais ont perdu. Faites le tour de tous les ministères. Vous allez vous rendre compte que les Camerounais ont perdu la notion des cris, des requêtes. Vous entrez dans les années de 2010 à 2016, M. Éric Fopoussi, vous arrivez dans tous les différents services publics, vous trouvez des sommes de retraite, des requêtes comme ça, des piles de requêtes que les gens ont attribuées, des requêtes qui n'ont jamais et ont jamais abouti parce qu'on n'a même pas le temps de les lire. Les Camerounais ont dit, ok, que des cris maintenant, descendons dans les rues. Vous allez voir que partout, depuis que les Camerounais ont choisi la rue comme étant un moyen d'expression, beaucoup de situations sont résolues. Rappelez-vous qu'on a eu tout un ministre, notamment le ministre Ange-Michel Angouin, qui lorsque les enseignants avaient manifesté, il est sorti en disant qu'il n'était pas au courant, qu'il y avait un souci comme cela. Il n'était pas au courant. Les gens tombaient des nues, que ce soit un ministre. Il a fallu que les gars marchent pour que cela soit fait. Pareil avec l'enseignement supérieur. Il a fallu que les gars descendent dans la rue pour que Jacques Famendongo puisse penser, réagir, qu'il puisse penser à nos enseignants de l'université de Douala. Donc, il faut dire aujourd'hui que le peuple
Camerounais s'est rendu compte que ce n'est qu'à travers la rue, M. Éric Fopoussi, parce qu'on a un gouvernement de sourds, on a un gouvernement de muets, on a un gouvernement aveugle, M. Éric Fopoussi, insensible à la douleur. Or, quand on arrive déjà à ça, il faut se dire que les populations qui ont choisi désormais comme moyen d'expression la rue, c'est des populations qui ont excessivement mal. Au lieu de venir faire des pansements abracadabra, de venir faire comment je vais appeler ça, un make-up, permettez-moi l'expression, un make-up pour masquer les problèmes, on se contente de dire, ok, c'est interdit. Lorsqu'on parcourt même la loi, il est bien prescrit, M. Rifopoussi, dans cette loi, il y a dans un article que le chef de district ou le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé. Premier point. Alinéa 2. Toutefois, s'il estime que la manifestation projetée de nature a troublé gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire. Que font donc nos sous-préfets? Pourquoi est-ce que jamais on a délocalisé le lieu d'organisation des manifestations? Pourquoi est-ce qu'on se contente toujours de dire parce qu'on s'est rendu compte, trouble à l'ordre public, on préfère interdire que de délocaliser. On l'a vu dans la zone du sud de M. Rifopoussi, à Saint-Mélima, je pense bien, lorsqu'il y a eu manifestation, le sous-préfet a donné un autre lieu. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner un autre lieu où les gens peuvent manifester? D'ailleurs, de quoi est-ce qu'on a peur? Rappelez-vous que c'est dans les années 90, avec la montée 90-92, avec le SIF, que comme le SIF avait ses équipes, parce que vous vous rappelez que le SIF est le seul parti politique qui a sa sécurité. Ils ont toute une équipe de sécurité qui y travaille, M. Rifopoussi. Ils ont appréhendé les individus qui venaient faire le désordre. Et c'est comme ça que, en fouillant les individus, ils se sont rendus compte que tous, la majeure partie n'avait pas de carte, sauf une personne qui détenait la carte d'un parti politique sur lui, et un parti politique suivait mon regard, et un carte national d'identité. Lorsqu'on l'a molesté, il a dit qu'il avait envoyé, que c'était les gens qu'il avait envoyé venir s'aimer le désordre. Donc, est-ce que quelque part on veut pas le beurre et l'agent du beurre? On vous dit, non, vous n'avez pas le droit de manifester, parce qu'on est sûr que d'ores et déjà, vous allez prendre sur vous de pouvoir vous exprimer, infiltrer vos différents groupes, organiser la casse, et mettre sur votre actif. Donc je pense à un moment donné qu'il faut qu'on repense aux règles de politique dans ce pays, qu'on repense véritablement les règles de la démocratie, si on veut bien le penser. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la majeure partie des partis politiques sont déterminés à descendre, à parler et à se plaindre, M. Rifopoussi. Donc c'est bien une loi foulée aux pieds, les rebonds. Oui, c'est bien une loi foulée aux pieds. C'est tellement grave, si vous permettez, c'est tellement grave que ça a même quitté les autorités administratives, c'est allé partout. Ça me rappelle l'histoire il faut citer les noms, hein. Un président de syndicat, Maguedjo, veut réunir ses camarades syndicats en Mbopi pour leur dire que voilà, la loi de finances vient d'être votée. Je souhaite qu'on voie comment, parce que je ne souhaite pas qu'on scelle les boutiques, comment on doit déclarer, comment vous devez tenir vos livres comptables en sachant la consommation électrique de combien d'eau et comment gérer vos stocks. Et si vous savez qui avait interdit, c'est le délégué du gouvernement. Il avait même mobilisé la force publique. Donc, je ne sais pas, la loi ne dit pas que le délégué du gouvernement peut mobiliser la force publique. La loi ne fait même pas allusion à lui. Mais je termine la deuxième chose. Et que si on continue comme ça, je pense que c'est Audrey qui l'a dit. Vous nous l'avez rappelé ici un jour que apparemment la Déclaration universelle des droits de l'homme fait partie de la Constitution. Voilà, ils sont déjà là rappelés avec les tests. Le troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme autorise le citoyen à faire la révolte, à se soulever. Et le troisième considérant dit clairement que, considérant que les droits de l'homme doivent être protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Fin de citation. Vous voyez, ça veut dire que au fur et à mesure que l'autorité administrative continuera à faire, et le citoyen pourra donc se révolter contre cette oppression et cette tyrannie. Donc, il faut qu'on s'attende à toutes ces choses-là. En tout cas, bon, Bengen, c'est une thématique. On va s'arrêter là pour ce matin, madame, monsieur. On va terminer sur cette colère de Charles Hamel et vous inviter à une courte pause parce que en deuxième partie, on va revenir avec la revue des réseaux sociaux. À tout de suite. Ici, à ce concours, et ceux qui n'ont pas réussi disent vouloir entrer dans la forêt avec les stationnettes anglophones si jamais la solution n'est pas trouvée à leurs problèmes.
Alors, c'est vrai quand même qu'on a reçu des appels venant du nord-ouest et du sud-ouest de forces de l'ordre qui sont au front, qui connaissent bien la situation sur le terrain et qui savent que c'est très compliqué d'être dans cette mission face aux Amba Boys qui sont de plus en plus dans le harcèlement régulier. Ça use mentalement nos forces là-bas et voilà. Sauf que sur le terrain, ces gens-là ont une autre, on va dire, appréciation de la situation. Alors, quand le chef de l'État annonce 1000 places supplémentaires pour l'école normale, pour les écoles normales du Cameroun, tout le monde accueille ça de manière tout à fait, on va dire, joyeuse. Et nous avons le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui dit que sur les 1000 places supplémentaires, nous aurons 500, 50-50, comme on dit trivialement, 50-50. Pour les régions anglophones, on aura 500 personnes, et pour les régions francophones, on aura 500 personnes. Alors, l'idée, c'était justement de faire en sorte que les jeunes désœuvrés anglophones puissent avoir la possibilité d'entrer dans ces prestigieuses écoles que sont Bambili et Kumba. Donc, il y avait ces deux écoles-là qui devaient, on va dire au bas mot, recevoir 250 chacune. Donc, c'était espéré. Mais malheureusement, avec les résultats qui sont sortis tout récemment, on se rend compte que justement, ça n'a pas été respecté et ça fait grincer beaucoup de dents. Je rappelle qu'il y a des personnes qui ont profité pour dire que normalement, les anglophones en temps normal n'ont pas vraiment accès à Bambili ou à Kumba. C'est parfois des francophones qui viennent remplir les rangs de ces écoles normales là-bas, à Bambili et à Kumba. Malheureusement, on va le dire tout de suite, à l'insecte de Bambili et de Kumba, c'est parfois des francophones qui vont remplir les rangs. Et ils expliquent que en temps normal, pour y accéder, on y accède avec le marchand de place et tout ça, beaucoup expliquent qu'ils ont vécu cette situation-là. Mais bon, dans ce contexte-là, comment on fait ça? Comment on prend en compte ces réalités-là sur le terrain, des concours qui, visiblement, sont payés et ce surplus que le chef de l'État annonce? Il y a deux manières, deux options. La première option, nous l'avons écartée depuis longtemps. C'est-à-dire qu'un concours, c'est le nombre de places limitées par rapport aux besoins, la consommation de ces produits qui sortent. Et vous avez rappelé tout à l'heure, son Thierry Chalamel, le ministre Angouin avait même oublié qu'il y a une promotion de l'école normale supérieure à Yaoundé qui était sortie, qui avait fait 5 ans sans salaire, alors que c'est lui le ministère de la fonction publique. Ça veut dire que l'option normale, on l'a oubliée. C'est-à-dire, nous formons tous les ans, 100 personnes, 3 dans les matières scientifiques, ainsi de suite. Donc, la répartition est connue et puisque les lycées, on doit maîtriser la carte scolaire. Donc, la normale, nous l'avons écartée. Nous sommes devenus donc à la deuxième option, ce qui est anormal. Dans ce qui est anormal, on y met tout. La première grogne avait commencé à Maroua. On dit, le chef de l'État avait demandé de prendre 60% de population. Après, quand la grogne a commencé, il a dit, tout le monde qui a composé, tout ressortissant de Grand Nord qui a composé est d'office admis. On a pris. Et je pense que... À l'ENS de Berthois. Voilà, à l'ENS de Berthois également dernièrement. Oui. Donc, lorsque nous sommes dans des logiques anormales, il faudrait donc résoudre le problème au cas par cas, puisque les cas ne se ressemblent pas. Donc ici... Mais bon, c'est une répartition. Je veux dire que le chef de l'État a estimé qu'il fallait, parce que chaque année, il y a un nombre arrêté de places à pourvoir dans ces écoles-là. Cette année, on a augmenté 1000 places supplémentaires. Alors que les concours avaient déjà été lancés, il n'y a même pas que les concours avaient déjà été lancés. Donc on savait à peu près combien on va recruter. En 2014, ça ne s'est pas produit. Le chef de l'État, dans sa magnanimité légendaire, comme disent certains, a donc décidé de faire en sorte qu'il y ait un ajout de 1000 places supplémentaires. Dans ces 1000 places supplémentaires, le ministre de l'Enseignement supérieur était sorti pour dire que non, on va faire un partage de 500 places
pour chacune des régions, pour chacune des zones francophones, zones anglophones. On sait que les zones francophones, c'est à peu près Marois, c'est Yaoundé, c'est Bertois, c'est Ebolova. Les quatre écoles, plus Douala par exemple, les 5 écoles là. Et nous savons que au nord-ouest et au sud-ouest, c'est Bambili et c'est Kumba. Ça fait 2 écoles. Peut-être que le ministre était un peu trop vite allé en besogne. Et maintenant, il y a un chantage, c'est que les jeunes qui n'ont pas été admis menacent d'entrer en brousse, de se lier aux ambazoniens. C'est quand même un peu terrible, c'est ça quand même. Oui, c'est terrible, mais dans le cas-ci, on ne peut pas parler de chantage. Il faut mesurer, donc le ministre veut résoudre un problème anormal par les canons d'un problème normal. C'est ce que je dis. En 2014, 2013, 2010, ce problème, ça n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas encore de crise dans le nord-ouest et le sud-est. Maintenant, nous sommes en crise. Ces problèmes n'existaient pas quand on n'avait pas encore créé l'université de Marois. Mais lorsque les ressortissants du Grand Nord ont vu un certain nombre de choses, on dit, mais même chez nous, nous sommes envahis par les gens du Sud. Voilà comment on ne veut pas résoudre. Lorsqu'on dit que c'est un problème national, cherchons les réponses et les solutions sur le plan national, on dit non, on règle. Donc là, moi je dirais, c'est le ministre Fam Ndongo qui a tort de le dire. Est-ce que peut-être qu'il a été imprudent de faire l'annonce tout de suite que ce sera 50-50, étant donné le nombre d'écoles normales que nous avons dans les régions, dans les 8 autres régions. Ça veut dire que vous avez Marois, vous avez Ebolova, vous avez Bertois, vous avez Yaoundé, vous avez Douala. Ça fait 5 écoles, et je rappelle que les 5 écoles actuellement ont 2500 environ de candidats admis. Le problème... Nous avons seulement près de 500 là-bas. Et c'est justement ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire de penser que j'ai un concours à gérer, j'ai tant nombre de places à gérer. Non, c'est ce qu'il ne fallait pas faire, justement. Parce que vous êtes dans un environnement politique maintenant qui n'est pas bon. Vous vous rappelez bien que c'est le même ministre Fam Ndongo. Parce que quand on parlait de francophone, anglophone, c'est comment c'est arrivé. Ça, c'est arrivé par des entourloupes, par des tricheries. On a fait un francophone dans un lycée bilingue à Bamenda ou à Beya. 10 ans après, il enseigne les mathématiques là-bas. 10 ans après, parce qu'il commence à parler un peu l'anglais, il n'y a pas de professeur qui parle qui enseigne, qui était en mathématiques. Peut-être il allait en retraite, peut-être l'a fait. On prend le francophone, on lui dit va compléter l'effectif là-bas. Voilà comment ça a commencé. Et ils ont dit non, changer. Ils n'ont pas voulu vite changer. D'autres choses qu'ils ont intégrées dans leurs revendications, c'est que dans les sous-systèmes anglophones, c'est les francophones qui ont envoyé leurs enfants. D'accord. Vous êtes francophones, vous êtes formés dans le sous-système anglophone. Vous êtes qui à ce moment? Eux, ils vous considèrent comme des francophones. C'est voilà, justement donc, le problème. Oui. Parce que quand le Minisup annonce 500 places pour le nord-ouest, sud-ouest, est-ce qu'il dit pour les originaires du nord-ouest ou du sud-ouest, ou c'est pour ceux qui feront le concours à Bambili et à Dans ce genre de cas, donc, ça revient que vous appelez ces syndicats. Il y a la catholique, Trade Union Association, quelque chose comme ça. Il existe des syndicats. Il existe un central syndical du secteur public. Donc, le problème majeur dans notre pays, c'est un peu ce que Charles Hamel relevait tout à l'heure. Il y a un fossé entre ceux qui administrent et le peuple. Approcher l'administration des administrés, c'est cela. C'est que quel risque? Parce qu'il voit que, bon, Foposi dit qu'il va dédicacer son livre intitulé Loi nos seigneurs, dont les gens qui nous saignent. On interdit. Maintenant, lorsqu'on dit un concours est lancé, on ne voit pas les troubles, les risques de troubles à l'ordre public. Justement parce qu'on est mu par la répression. Il faut voir les risques de troubles à l'ordre public quand on apprécie bien. Ces contextes-là. Oui, absolument. En tout cas, et ce sont les syndicats qui peuvent donc permettre au gouvernement de réguler et de voir ce qu'il faut faire. Alors, Charles Hamel, vraiment, c'est quand même les choses de ce pays sont très compliquées. Absolument. Être Camerounais est un métier. C'est terrible parce que lorsqu'on voit ce qui se passe et on voit les revendications, les menaces qui viennent de Bamenda et de Buea, du nord-ouest et du sud-ouest, on voit bien que les jeunes là-bas sont en train de menacer qu'ils vont rentrer dans la brousse, qu'ils prendront les armes. Et ce qui est intéressant, c'est que même les forces de l'ordre sur place, là-bas à Bamenda et à Buea, au nord-ouest et au sud-ouest,
ont commencé à prendre conscience de ce que si on continue comme ça, ils auront plus de boulot, ils auront plus de choses à faire face à ces jeunes-là désœuvrés. Donc, est-ce qu'on peut s'acheminer avec ça vers ce qui s'est passé à Marois, jurisprudence de Marois, où les élites de l'extrême nord avaient décidé qu'on prenne tous les enfants, tous les fils une fois. Oui. Je commence déjà par dire qu'il y a eu un mauvais débat qui a été posé. Dans les années 90, les années 2000, lorsque vous parcourez l'ensemble des universités, que ce soit Yaoundé, Douala, c'était la forte population anglophone qui venait. En aucun moment, les francophones ne s'étaient opposés à ceci que les anglophones envahissent leurs universités, envahissent leur santé. C'est d'abord la première chose. Il ne faut pas qu'on passe sous le prétexte, le fallacieux prétexte de la crise anglophone, qu'on commence à tenir un certain type de langage. Non, ils sont nombreux qui ont été accueillis et jamais les gens ne se sont plaints. La crise est arrivée, elle a créé ce qu'elle a créé. Donc, il faudrait restituer ça. Vous allez à Soie, ils étaient nombreux. Aujourd'hui, dans chaque zone. Dans ce moment. Non, je dis après, oui, c'est ça. Donc, je veux dire qu'il y a eu. On dit que les villages voisins se changent les singes. Donc, on ne se plaint pas. Les villages voisins se changent les singes. Monsieur, il faut aussi. Je laisse une branche, je prends la. Donc, ça, ce débat, il est à faux. Il faut qu'on essaie de l'établir. Non, mais Chalamel, je veux dire, quand même, je veux vous faire rebondir. Hein. Moi, ce que j'observe à Bambili et à Kumba, c'est qu'il y a. J'en viens sur le sujet. Il y a beaucoup de francophones qui sont là-bas. J'en viens sur le sujet. Et qui ont fait le sous-système francophone. Pas comme on dit qu'ils ont un francophone qui a fait anglophone. Il y a beaucoup de francophones qui sont francophones et qui vont là faire l'école. Ils font comment pour réussir dans ces écoles-là? C'est depuis que les gens de Yaoundé nous ont amenés à ceci que lorsqu'il y a un concours, on prend la liste, on compte le nombre de personnes admises par région. Nous tous, on s'est déjà inscrits dans cette logique-là. J'étais le premier à décrier et à dire que voilà ça qui est mauvais. Voilà ça qu'on est en train d'accepter. Concours de l'ENAM, vous voyez sur la toile, il y a seulement eu tel nombre de boulous, tel nombre de tonnes, tel nombre de Bamileke, tel nombre de Bassa, tel nombre de Noun, jusqu'à ce que les populations du Noun, elles se sont relevées, elles se sont opposées. Rappelez-vous, M. Eric Fopoussi, c'est là où on allait doucement. On est arrivé à ceci, M. Eric Fopoussi, que tous ceux qui prennent désormais les listes de résultats commencent à compter le nombre de personnes admises. On revient à la même question. L'autre chose, M. Eric Fopoussi, c'est la succession de mauvaises interprétations qui nous a conduit à cela. Nous avons eu, vous savez que la première récrimination, avant que le chef de l'État ne prenne cette décision, il y avait eu des récriminations par rapport à plusieurs concours. Il y avait plusieurs concours, notamment le concours de l'ENAM qui avait fait énormément jaser. On avait eu le concours de l'ENS qui avait souvent fait jaser les gens, le concours de l'IRIC. Et les anglophones se sont les vendisants, eux-mêmes aussi sont marginalisés. Ils sont ci, ils sont ça. Et voilà, quelques temps après ce concours, on a dit non, on va essayer de résoudre. Il faut prendre 1000 places supplémentaires. Mais qui a revendiqué? C'est celui qui a revendiqué qui estime, M. Eric Fopoussi, dans la mauvaise interprétation, que les 1000 places qui sont faites, lui, sont réservées. Sachant que le débat tente de prendre corps, c'est en train d'envenimer, le ministre sort pour dire non. Monsieur, ne pensez pas que ces 1000 places réservées à vous. Ces 1000 places qui seront partagées 50-50, tel qu'il a expliqué. Sauf qu'il a dit en français. Ceux qui étaient en Bambili n'ont pas compris. Ceux qui étaient n'ont pas compris, M. Eric Fopoussi. Ils savaient que c'était les 1000 places. Ce n'est que cette bombe, M. Eric Fopoussi, à retardement, qui ne fait qu'exploser là. Parce que les gars savaient que c'était leurs 1000 places. C'était leurs 1000 places. Donc vous avez raison de convoquer la jurisprudence de Marois, la jurisprudence de Berthois. On est dans une nouvelle jurisprudence où il faudrait que les 500 autres places, M. Eric Fopoussi, leur soient attribuées. Ce n'est que de fait et normal. On a eu plusieurs sorties, plusieurs personnes qui sont prononcées là-dessus. Le chef de l'État a répondu à ces différents points. Reprenez les journaux, M. Eric Fopoussi. Reprenez l'ensemble des journaux qui avaient paru. Vous allez vous rendre compte que ces gars savaient que c'est là 1000 places. Donc ils estiment que vous ne leur avez donné que 500 places. Et dans ces 500 places même, M. Eric Fopoussi, vous êtes sans ignorer qu'il y aura des infiltrations de nom. Comme il y a eu en Ouaché, les gens se sont plaints. C'est en train encore de ressortir pour Ouaché. C'est en train de ressortir pour la liste des commerçants de Sangmélima, qui a eu des infiltrations. Vous savez qu'ici, il y aura plein d'infiltrations. Les gens s'opposent désormais en disant, monsieur, nous voulons nos 500 places. C'est de droit, c'est un fait. Le ministre a interprété en français et ils ont compris la sortie du chef de l'État en anglais. Donc, on n'est pas loin justement de la jurisprudence Marois pour éviter justement qu'il y ait des infiltrations, qu'il y ait le marchandage de places. Parce que ce qui est malheureux dans ce pays, c'est que nous avons des gens qui ne prennent pas en compte les réalités et les risques
que notre pays couvre actuellement. Nous avons un nord-ouest et un sud-ouest totalement, comme vous le voyez, emportés par cette guerre civile de la crise anglophone. Vous avez des jeunes à qui on tient un discours. Vous êtes des Camerounais, vous êtes de la République, vous êtes avec nous, mais lorsqu'on lance un concours, vous avez des habitudes qui ont toujours la peau dure, qui reviennent battre en brèche, détruire, déconstruire le discours unitaire que nous avons tous les jours sur ce plateau. Dominique Audrey. Vous savez, on n'aurait pas pu donner les 1000 places parce qu'on sait que généralement au Cameroun, les concours, après, chacun met sa liste. Hein, si on avait donné tous les 1000 noms à ces ressortissants de là-bas, qu'auraient-ils, eux, gagné? Moi, j'ai un problème avec ces jeunes-là qui estiment que la seule façon de revendiquer, c'est d'aller en brousse. Moi, je me serais attendu à ce qu'ils disent que... J'aime beaucoup votre entrée en matière. Lorsque vous dites que les gens, justement, ont imaginé que, bon, si on donne les 1000 places là, justement, au nord et au sud-ouest, nous allons manger quoi? Vous avez ainsi au Cameroun, comme ça, des gens... Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. À chaque fois, le président prend des décisions, mais chacun s'assoit pour dire... Qu'est-ce que je peux gagner via cette décision? C'est ça justement qu'ils ont lu. Nous y sommes là. Voilà. Nous sommes en plein dedans. Donc, comme je disais, j'ai un problème avec ces jeunes-là qui estiment que la seule façon de revendiquer, c'est d'aller en brousse. Moi, je me serais attendu à ce qu'ils organisent des marches, qu'ils organisent des rassemblements, qu'ils fassent des grèves, qu'ils fassent n'importe quoi, mais pas en brousse. Ça, c'est une corde sensible. Et moi, je vois en ça du chantage. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon parce que la situation déjà est... on n'arrive pas à la gérer. Et maintenant, vous ajoutez là, vous ne gagnerez rien. Vous prenez juste le risque de vous faire tuer, vous aussi. Et on n'a pas besoin de ça. On a besoin des enseignants. Donc, n'allez pas là-bas. Je vous en prie. Vous dites ça, mais bon, c'est pas vraiment ces jeunes-là qui remontent tout ça. Il y a beaucoup de gens sur place dans ces villes-là, au nord-ouest et au sud-ouest, qui observent autour d'eux dans les quartiers, qui voient des jeunes désœuvrés. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que les jeunes ont choisi de prendre les armes contre la République? Pourquoi les jeunes se font enrôler aussi facilement? J'écoutais encore Padi à Sanga, sur nos plateaux à Equinox, qui disait que il a des jeunes, il a monté un fonds fundraising, où il collecte l'argent et il permet juste à ces jeunes-là d'avoir 50 000, 40 000 pour sortir de la brousse pour commencer une petite activité, soit de garagiste, soit de... Je me suis dit, mais c'est quand même terrible. Vous avez des jeunes comme ça qui sont parce que des apprentis sorciers profitent de leur indigence pour les enrôler justement dans ces actions maléfiques. C'est ça en réalité. Et j'écoutais parfois généralement un grand expert en question de sécurité qui, à l'époque de Boko Haram à l'extrême nord, disait que pour combattre Boko Haram de manière efficace, il va falloir investir dans l'éducation. Parce qu'une jeune fille qui a 10 ans, qui a 12 ans, comment on réussit à l'enrôler facilement dans cette guerre où elle va s'exploser comme une kamikaze? C'est parce que justement, sur le plan éducationnel, elle n'a pas les garanties que l'État, pourtant, a le devoir mais sauf qu'avec le cas, la situation qu'on a maintenant, tant que la crise ne se résout pas, on aura tous les jours quelqu'un qui va rejoindre les rangs. Forcément, on lui propose quelque chose là-bas, il ira. Parce que en face, on aura l'impression que le gouvernement nous a abandonnés, le gouvernement a démissionné. Si je ne suis pas là-bas, je vais mourir ici. Si je suis là-bas, je vais mourir là-bas. Donc, bêta, je choisis. Donc, ce qui est sûr, c'est que puisqu'on en parle, puisque ces jeunes-là se sont révoltés, on va leur donner leurs 1000 places. Et maintenant, dès que vous aurez donné les 1000 places aux personnes d'expression anglophone, ce sont les francophones qui vont demander les leurs. Donc, préparez-vous à gérer ça. Les 1000 places. Ils cherchent à ce qu'on dise que tous ceux qui ont composé sont admis. Ah bon, ça c'est autre chose. Chalabel, ça c'est votre dernière information. Parce que nous savons qu'aux dernières nouvelles, c'est 500 places. Parce que M. Eric Fopoussi, vous savez, quand les gars savent aujourd'hui que le seul outil de chantage qu'ils ont dans la zone, ils n'ont pas suffisamment d'écoles, ils n'ont pas suffisamment d'universités, ils n'ont pas suffisamment de centres de formation. Ce qu'ils ont, ce n'est que ça là qui est sous leur position. Donc le seul outil de chantage qu'ils peuvent utiliser, ce n'est que dire que nous allons rentrer en brousse. Au lieu qu'on ait créé un DDR, on va leur demander d'aller. Je pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas d'anglophones qui présentent le concours de l'école normale supérieure de Marois ou de Bertois ou de Yaoundé? Monsieur Eric Fopoussi, je vous avais dit que
la difficulté que nous avons au Cameroun à l'heure actuelle, c'est de déceler qui est anglophone de naissance, de souche et qui ne l'est pas. Vous avez des francophones qui s'expriment terriblement bien en anglais sans pour autant être nés et avoir grandi dans cette zone. Vous avez des enfants qui n'ont étudié que dans le système anglo-saxon, qui le maîtrisent au bout des doigts, M. Eric Fopoussi, et qui ne se mais sont des francophones. On va réunir les anglophones entre eux, originaires des 13 départements. Donc, c'est pas nous qui disons ça. Vous vous rendez compte que même là, ce n'était qu'un fait pour lui de dire, ça ne peut pas être résolu là, M. Eric Fopoussi. Vous avez des gens que le maquis a entraînés. Il y a plein de gens que le maquis a entraînés qui se sont installés, la construction, les travaux forcés, les routes qui ont entraîné dans cette zone. Donc, M. Eric Fopoussi, se lever là maintenant et de dire, ok, il faudrait qu'on regarde le nom du père, nom de la mère, né ici. Vous aurez des anglophones qui, parce qu'on leur a affecté papa à Yaoundé, papa travaillait, né à Yaoundé, mais le nom du père et de la mère. Donc, vous voyez ça. Il y a une complexité dans cette affaire à telle enseigne que vraiment que le chef de l'État résout ça simplement. Il a dit tous ceux comme Abertois, comme Amaro, tous ceux qui ont composé, vous avez passé, c'est votre chance. En conclusion, construire une nation est compliqué. Mais oui, parce qu'on voit très bien que chaque communauté revendique sa part du gâteau. Oui, nous sommes pris en otage par les communautés. Ce sont eux, parce qu'ils ont été incompétents et capables de résoudre cette crise, qui se sont retrouvés à l'intérieur. Ce sont eux, monsieur. Oui, on dit la même chose. Ça veut dire que la manière de gouverner le pays a fait en sorte qu'on se retrouve dans un pays où à chaque problème, il y a une communauté qui se lève pour réclamer sa part du gâteau. On l'a vu à Marois, on l'a vu à l'Est, maintenant on voit au nord-ouest, au sud-ouest, après on le verra à l'ouest, après on verra au littoral, après ce sera au sud. Non mais finalement, le Cameroun va être un agrégat de communautés qui vont chacun à son tour réclamer, revendiquer. Non, comme ça ne marchera pas. Quelqu'un a écrit un livre, M. Fopoussi Negou, pour le libéralisme communautaire. Quelle définition a-t-il donné dans les communautés qu'il voudrait amener dans la République? Moi, je n'ai pas vu. Donc, quand vous lancez des choses comme ça dans des livres, on vous dit c'est un projet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Voulait-il dire que je reconnais qu'il existe des nationalités au Cameroun que je vais intégrer dans la République? Il ne l'a pas dit. Voulait-il dire que ne pensez plus à vos nationalités, vous pensez Cameroun? Il ne l'a pas dit. Voilà. Il ne l'a pas dit. Il y a quelqu'un qui me répond à présent que la solution serait le fédéralisme. Bon bref, il y a qui me signale ça que la solution serait clairement le fédéralisme. On va laisser aux États fédérés chacun de gérer sa région comme il l'entend. On va poursuivre, Karine. Oui, on parle ce matin encore de la suspension du doctorat professionnel dans les universités d'État du Cameroun. C'est dans une lettre du Premier ministre adressée au ministre de l'Enseignement supérieur que l'on a su, on a eu cette information qui, selon le ministre, les doctorats professionnels ne sont pas en accord avec l'organisation du système LMD en zone CEMAC. Alors, en vérité, hein, ce n'est pas écrit à l'université de Douala, doctorat professionnel. Beaucoup font le lien parce que c'est doctorat PhD spécialisé. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Et c'est 1 500 000 francs par an pour la pension et c'est 100 000 francs CFA pour constituer son dossier. Donc vous voyez, c'est quand même... Et ça fait 3 ans, ça fait 4 500 000 francs CFA en 3 ans. Alors vous noterez que ça fait quand même des coïncidences parce que désormais à l'université de Douala trône le professeur Mangwa Ondoa, qui comme vous le savez est celui qui avait activé justement cela à l'université de Yaoundé de Soie lorsqu'il était doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. Donc vous voyez que ça fait beaucoup débat, ça fait jaser. Beaucoup estiment que dans un contexte comme le nôtre, on devrait laisser libre cours à ce type de doctorat-là pour permettre à des Camerounais d'avoir des études. Voilà. Mais bon, quelle est votre position sur ce sujet? La position sur le sujet, c'est que c'est les intellectuels qui veulent chercher l'argent. C'est pas normal. Lorsque vous vous engagez dans la recherche, vous devez être payé, vous ne devez pas revendiquer pour avoir. Donc, en réalité, lorsqu'on dit, et c'est même le président Biya qui a dit, vous vous êtes engagé à être fonctionnaire, oubliez que vous devez être riche. Maintenant, lorsque les fonctionnaires se sont mis à s'enrichir, la laisser faire. C'est le problème. Donc, il n'y a... Qu'est-ce qu'on lui veut au professeur Mangwa Ondoa? Je veux dire que
doctorat professionnel posait problème en termes de nominatif. Il a changé, il a mis doctorat PhD spécialisé. À un moment donné, quand même, il faut qu'on nous explique ce qui se passe. Je ne sais pas si on va considérer ça à l'intérieur comme un doctorat professionnel qu'il faut supprimer. Le problème avait commencé à Douala, avec le professeur Beno Bekolobe, qui est là où il est maintenant. L'ordre des experts, l'ordre national des experts comptables du Cameroun, veut que cette université ouvre une école où on forme les experts comptables. Mais les universitaires ici estiment que l'expert comptable doit venir passer les doctorats à l'université. Les experts comptables lui ont dit non, nous on a atteint le sommet. Avec notre diplôme d'expertise comptable et tout, nous enseignons dans des universités. Nous enseignons même, nous formons même les experts comptables. Donc ça a créé au point où la filière d'expertise comptable à l'université de Douala était fermée parce qu'effectivement l'ONECA n'a pas voulu, n'a pas validé ça et c'était normal. C'est comme ça que ça se fait. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la formation par l'alternance. Il y a ce qu'on appelle la professionnalisation des enseignements. Qu'est-ce qu'on met dans professionnalisation des enseignements? Et c'est bien là toute la grande question, parce que donc, le LMD était censé résoudre ça, professionnaliser les enseignements, mais le LMD malheureusement a échoué dans ce registre-là. Les formations LMD sont encore plus théoriques qu'avant, les formations qu'il y avait avant. On commence à aller par étapes dans les pays qui l'ont fait. Un magistrat qui a travaillé pendant longtemps, bon, peut-être en allant à l'ENAM, il avait sa maîtrise à l'époque au NDEA, mais il a été magistrat jusqu'à être magistrat hors échelle. Lorsqu'il veut donc devenir, est-ce que qui mieux que lui peut dispenser des cours, par exemple, de procédures judiciaires et institutions juridiques au Cameroun, institutions judiciaires. Il n'y a que le magistrat. Or, lui n'a pas de doctorat à ce moment-là. Ça veut dire que si l'université veut donc que ceux qui ont exercé là, c'est justement la réponse. C'est justement à ça que le professeur Ondoa veut répondre, parce que quand on regarde le listing de ceux qui sont là, c'est des magistrats hors échelle, à la Cour suprême, partout, qui veulent avoir une légitimité académique. Voilà. Oui. Maintenant, comment on a fait? On s'assoit. C'est-à-dire que c'est l'université qui doit s'asseoir et orienter. On peut en voir dans les régies financières, des inspecteurs de douane, des impôts de trésor. Il n'a pas, est-ce que le doctorat qu'il va soutenir, d'abord dans le filière, va-t-il s'inscrire ou va-t-il continuer dans la fiscalité et l'étude? On regarde, donc c'est l'université, parce que ici, l'université est déconnectée des réalités sociales. C'est là le problème. Donc, qu'on laisse les universitaires aménager et encadrer leur... Alors, Chalamel répondait à ma question vraiment de cette façon attaccatoire, que je vous pose la question. Hein. Vous pensez que un docteur PhD en droit privé vaut un magistrat hors échelle qui a fait 20 ans à la Cour suprême? Monsieur Eric Foposi, je ne réponds pas. Je pose la question. Voilà. Je vous le dis quand même. Ou bien un administrateur civil hors échelle, est-ce qu'il vaut un docteur en droit administratif? Moi, je pose la question, mais dites-moi. C'est le doctorat de Gombo, monsieur Eric Foposi. C'est le doctorat de Gombo, c'est l'argent. Je vous dis ça simplement, le plus simplement possible. C'est le doctorat de l'argent, monsieur Eric Foposi. Ce n'est pas trop parce que le gars a suivi une formation. Moi, j'appartiens au système de DA, monsieur Eric Foposi. J'appartiens à ce système où un monsieur Eric Foposi, il fallait maîtrise de où il fallait souffrir, il fallait trimer, il fallait être sur le terrain, suivre la méthodologie, monsieur Eric Foposi, c'était pas évident. Ou lorsque vous réussissez à attraper le DEA, monsieur Eric Foposi, vous pouvez vous vanter. C'était même le summum, monsieur Eric Foposi, parce que beaucoup étaient décourageants de la maîtrise et le DEA, monsieur Eric Foposi. On a créé un système très facile. Le système LMD, oui, c'est la même chose. On a lancé le BTS. Je tiens à vous dire, monsieur Eric Foposi, que les premiers BTS datent de 1985. Et ceux qui ont eu les premiers BTS n'ont rien fait de ce BTS, monsieur Eric Foposi. Après les BTS, vous entendez quelqu'un, je suis en licence professionnelle. Allez voir ce qu'on met dans la licence professionnelle. Je suis en master professionnel. Allez voir quel est le contenu qu'il y a dans ces cours, monsieur Eric Foposi. Est-ce qu'un gars qui est en master professionnel peut rivaliser avec un gars qui est en master académique? Souffrez aussi que j'emploie cette expression pour dissocier l'université. Est-ce que, oui, en master académique, est-ce que c'est deux choses différentes? C'est deux raisonnements différents, deux façons de voir la vie différentes, monsieur Eric Foposi. L'un, c'est la patience, le travail, la recherche. L'autre, c'est la facilité.
On vous enseigne l'art de la méthode, monsieur Eric Fopoussi. Merci, Karine Sotia. On vous enseigne l'art de la méthode avec le diplôme académique. Donc vous avez des gens, parce qu'il est commissaire, monsieur Eric Fopoussi, je termine. Après, non, mais parce qu'il est commissaire, ça ici au Cameroun, il est plus facile pour lui. Il y a un problème, c'est que nous avons des aînés, il est plus facile sur le plan académique, qui voient que si vous facilitez la tâche, vous allez les atteindre. C'est ce qui se passe. Non, monsieur, mais dans d'autres pays, non, regardez ailleurs. Ça c'est justement ce que ces gens-là convoquent. C'est justement ce que ces gens-là convoquent comme argument. Ce que vous êtes en train de dire qu'ils convoquent. Parce que je ne peux pas facilement avoir 2 millions, je peux facilement avoir 3 millions, je m'en vais m'inscrire dans cette filière, je sais que je veux jouer avec mes connexions, je fais des... Il y a des entreprises qu'il y a des blocages quand même. Non, monsieur Eric Fopoussi, il devrait, je ne suis pas d'accord. De vous faire soutenir en master, oui, en master, même en doctorat. Master comme doctorat, il refuse, il vous voit venir. Hein. Monsieur Eric Fopoussi, demandez-moi, je vais vous raconter mon histoire. Mais j'en fais partie, monsieur Eric Fopoussi. Mais ça n'a pas empêché que j'insiste. Moi aussi. Ça n'a pas empêché que je tienne bon. Ça n'a pas empêché, monsieur Eric Fopoussi, que je travaille sur ce principe de la méthodologie. Il y a des méthodes à l'université pour contourner ce type d'individus. Moi, je dis les individus véreux qui s'arrangent à vous bloquer. Vous savez ce qu'on dit. Vous savez ce qu'on dit désormais. On dit que le système LMD profite à ceux qui travaillent déjà. Parce que quand on voit des enfants, et c'est clair, parce que si vous avez le master et que vous voulez soutenir le master dans 1, 2, 3 ans et que ça tarde, si vous ne faites rien, vous vivez comment? Vos parents vous font... C'est terrible. Les jeunes ont gâché leur avenir à attendre des soutenances interminables. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire, quand on prend le cas de l'Europe que vous aimez bien citer, en Europe, ce n'est pas donné à tout le monde d'aller à l'université. Ce n'est pas donné à tout le monde. Comment vous dites ça? J'ai dit, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des enfants qui sont orientés dans les centres de formation. Qu'on oriente spécifiquement dans les centres de formation. Et alors, oui, je vous dis, ce n'est pas donné à tout le monde d'atteindre un certain niveau universitaire. Ça, c'est la crème. Quand on parle de l'université, monsieur Eric Fopoussi, ça devient la crème et on convoque l'art de la méthodologie. Oui, c'est important. Il y a des notes. Si vous n'avez pas 12 en montant, vous ne pouvez pas vous retrouver en maîtrise. Arrête. Vous avez... master. Mais cher Amel, avouons quand même qu'en Europe, les gens soutiennent plus facilement, plus rapidement. Oui, parce que là-bas, l'argent n'est pas mis devant. L'argent n'est pas mis devant. Il y a par exemple, une école en France, art métier. Est-ce qu'on a changé de nom? Bon, pour ceux qui travaillent, peuvent s'inscrire encore, peuvent se perfectionner, reviennent. On avait envisagé une passerelle au Cameroun, la formation par alternance. Donc, on peut ici travailler, aller à l'école pour permettre. Le problème, c'est qu'on n'a pas permis à l'université camerounaise d'imaginer elle-même les méthodes d'enseignement. Formation par alternance, formation continue, formation ainsi de suite, ainsi de suite. On n'a pas. Et l'autre chose, c'est que dans la professionnalisation des enseignements, le décret est arrivé. Le décret n'a rien à voir là-dedans. Lorsqu'on veut former le géographe, regardez comment nos villes sont gâtées. Qui devait parler dans les situations de Gouaché? Ça devait être les géographes. Tout à fait. Les géographes. Mais maintenant, c'est les politiques. Après ça, on aura un autre problème, monsieur. Il faut avec les formations par MOOC. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui obtiennent des diplômes par MOOC. Et maintenant, lorsqu'il arrive... Oui, le MOOC, c'est un système d'université virtuelle, monsieur. On enseigne, on vous donne des cours, gestion de projet et tout. Lorsque vous ressortez de là avec des diplômes, vous revenez dans la vie, on vous dit, mais monsieur, on ne connaît pas cette histoire. On ne connaît pas cette histoire. Et toi, donc, on se retrouve là. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on revient à ce que... Vous savez, ce que vous dites là maintenant contredit littéralement ce que vous avez dit au départ. Parce qu'on est face à des gens qui ne veulent pas d'innovation, qui veulent se bloquer. Parce qu'un doctorat professionnel, je veux dire, à un moment donné, il faut accepter des évolutions, des changements du temps. Ça peut arriver qu'un recteur estime que désormais, il faut accompagner des professionnels aguerris sur le plan académique avec au moins une légitimité diplômante. On commence par assainir le secteur, qu'on commence à assainir le secteur académique en lui-même, comme l'a dit tout à l'heure. Bon, c'est là où je le rejoins. Lorsqu'on va assainir ce secteur, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous voulez comme professionnel, les sciences professionnelles, ça va seulement passer très simplement. Il faut déjà assainir. Voilà comment je permettais. Allez-y à 30 secondes. C'est un sujet très passionnant. Lorsque le président Aïdjo instruit au secrétaire général, au ministère de l'Éducation à l'époque, qui a demandé au secrétaire général de l'Éducation nationale en 1967, qui s'appelle Paul Biya, de signer l'acte de naissance de l'Institut panafricain de développement à Douala, au Cameroun, d'abord zone francophone et anglophone dans les deux. Que veut l'IPD?
L'IPD, justement, dans le développement communautaire, on parle de coopératives, ainsi de suite. Oui. Le diplôme de l'IPD devait servir pour ceux qui veulent travailler, ils vont travailler. Maintenant, il fallait trouver une passerelle pour que ces gars arrivent, continuent. L'Afrique de l'Ouest, le Sénégal l'a fait. Donc, les diplômés IPD devaient continuer à l'IRIC pour ceux qui veulent entrer dans les relations internationales, dans le cycle de développement. Mais nous, on l'a abandonné. On a commencé à créer des filières de développement. Moi, je suis expert ensemble, alors que la base de l'IPD a été signée par une passerelle. En tout cas, une réforme est, on va dire aujourd'hui, inéluctable, parce que avec les IPES qui arrivent là maintenant et qui font les IPES, l'université d'État devra se réinventer, devra se remettre en selle, en route, pour pouvoir survivre dans ce monde de loups, parce qu'on voit beaucoup d'enseignants d'ailleurs d'universités d'État qui, on va dire, désertent leur cours pour aller enseigner dans les IPES. Et vous voyez davantage d'étudiants sortis de l'IPES bien formés que ceux qui sont à l'université, malheureusement, parce que la paye dans les IPES est conséquente, il y a beaucoup d'avantages et tout ça. Ça, c'est à discuter, vraiment. Oui, c'est un réel. Je vous explique ce qui se passe. Pour vous dire qu'actuellement, de plus en plus, vous avez des enseignants d'université d'État qui décèdent les cours pour aller aux IPES. Je vous dis, c'est un phénomène, il faut qu'on en parle, en réalité. Alors, on va s'arrêter là, Karine, pour terminer avec vous sur la dernière information. On va y passer quelques secondes seulement. Ok, on parle de en ce moment de Modeste Mbami qui refuse le poste de team manager de la sélection nationale A-Prime du Cameroun pour cause des turbulences au sein de l'équipe nationale, les humiliations des anciens footballeurs qui ont été nommés chaque fois à ce poste-là sans façon, le non-respect du processus de nomination, c'est-à-dire discussion, négociation, contrat et ainsi de suite. Et de ce fait, le changement d'homme n'est pas pour lui la solution aux problèmes que rencontre le football camerounais. Absolument. Bon, vous dites absolument. Il a raison. Sans aucune autre forme de procédure. Oui, c'est absolument. Oui. Il a raison. D'abord, on les recrute sans contrat. Libye, Thomas et son staff et les autres, ils n'ont pas de contrat. Ils n'ont pas de contrat et on leur promet de leur payer 10 000 francs par exemple. Il passe là 3 ans, même les 10 000 francs qu'on lui a promis de payer, on ne paye pas. Et c'est à l'étranger qu'on non, c'est pas possible. La fédération camerounaise de football. C'est un cadeau empoisonné. Non, la fédération doit commencer à être un tout petit peu sérieux. Oui. Même, un tout petit peu. C'est rare au Cameroun de voir des gens qui démissionnent à des postes et lorsqu'on voit clairement les récriminations soulevées par Modeste Mbami, on se pose des questions. D'ailleurs, moi, j'oublie, il était passé où ce Modeste Mbami? Moi, je le redécouvre. Non, après le Paris Saint-Germain, oui. Il y a des gens comme ça qui sont discrets, mais efficaces. Ils ne sont pas efficaces. Oui, oui. Bon, j'ai plutôt l'impression qu'on est allé le tirer quelque part. Monsieur Eric Foposi, ce gars, je lui tiens un coup de chapeau. Il a vu le poussin qui allait naître dans la coque, monsieur Eric Foposi. Le football, à l'heure actuelle, il y a de mauvaises odeurs. Le football camerounais pue, monsieur Eric Foposi, sur tous les angles, quels que soient les axes où vous placez, il y a des odeurs pestilentielles qui sortent. Entre les coups bas, entre les anciens joueurs, les anciennes gloires, qui se font des tacles, des réunions de minuit qui sont organisées, des tacles irréguliers. Où on ne siffle même pas. Il a raison de se retirer. Et des rancunes qui sont entre des anciennes gloires et ceux des gloires d'anciennes gloires en fonction et des anciennes gloires de monsieur de Foposi. Donc il y a trop de guerres. Et vous savez que quand le chien aboie, la caravane passe. Oui. Et la réponse est que la caravane doit se taire. La caravane doit se taire. N'oubliez pas. Doit apprendre à se taire. Oui, n'oubliez pas aussi que les school bus qui désormais veulent transporter les enfants, et beaucoup doivent aussi bien trier le type d'enfants qu'ils doivent mettre. Donc, vous voyez que c'est très compliqué. Non, la vérité c'est que Modeste Mbami sent que l'équipe actuelle ne fera pas long feu. Il sait ça et... Non, il le sait. L'équipe actuelle ne fera pas long feu et il ne veut pas être associé au fiasco. Et il a dit, c'est pas une question, donc il faut une refonte totale du football camerounais. Quand il le dit, ça vraiment son pesant d'or. On a peut-être parlé trivialement, certaines personnes ont essayé de lire entre nos lignes pour qu'ils comprennent. On ne veut pas recevoir des plaintes dans tous les cas. On ne veut pas le recevoir du moins, on a cité personne. En tout cas. Alors, oui, Dominique Audrey.
Bah, comme vous dites, c'est quelqu'un qui sait qu'après son nom va être traîné dans la boue. Il sait qu'on va après on va le virer même à la fin d'un match, avant même qu'il n'arrive au vestiaire, il sera renvoyé et il n'a pas envie de ça. Et en même temps aussi, il aurait pu venir aussi. Quand même. C'est quoi cette façon même d'abord de recruter les gens sans leur dire, sans leur demander, sans en parler avec eux. Dans notre... C'est une profession. C'est vrai. Voilà. Visiblement, on peut vous donner pour des responsabilités. Peut-être qu'il fuit la cooptation par le nouveau clan qui gère. aussi, Non, hein? mais malheureusement, on en rit, mais c'est très grave. C'est grave. Ça veut dire que le Chan 2020 qui arrive là va être très compliqué pour nous autres si on commence à avoir des défections. Et ce qui m'étonne par-dessus tout, c'est que hier, on a gagné un match au Rwanda 1-0. Ah, vous avez vu le match? Je vois les Camerounais jubiler. Mais depuis quand le Cameroun, depuis quand le grand Cameroun doit jubiler en gagnant 1-0 face au Rwanda? Parce qu'on a touché le fond. Mais ce pays, mais je ne sais pas. Touché le fond. Et vous voyez les titres des journaux. Première victoire du staff technique d'Andy Anthony, comme c'est ça. Ce gars, on l'a cherché. Ce monsieur, je ne sais pas où on est parti le chercher. Il doit être expert en quelque chose. Nous sommes dans une situation, monsieur Foposi, où le sport, c'est la performance. Et je vous dis, lorsqu'on a gagné la première Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 1984, le lendemain, en 1985, Bel Joseph Antoine attire l'attention. Il dit, tel que nous allons là, le forum que j'ai vu, on est en train de rater ceci. Le jour où on va atteindre le fond, il sera difficile de se relever. Vous n'avez pas de championnat jeune, mais on a une équipe nationale, des équipes nationales de jeunes. Tout à alors fait. qu'il n'y a pas de championnat de jeunes. On va s'arrêter là, Karine. Merci pour cette revue des réseaux sociaux. C'était magnifique. On va tout de suite, madame, monsieur, même si on aurait aimé quand même parler du RDPC. Bon, c'est pas grave, on aura toute la semaine pour ça. On va tout de suite prendre interpellation ce matin, madame, monsieur. Restez avec nous. Vu les génies, je pense qu'on aura besoin des moyens et le changement pour le Cameroun, pour pouvoir aider ces jeunes à développer ce qu'ils ont appris à l'école et ce qu'ils ont en tête, parce qu'ils ont un avenir brillant. Alors, bon, Robin, un commentaire, 30 secondes pour cette interpellation. Il voudrait les perspectives, mais dans le contexte actuel et selon les lois et règlements de la République, ce sont les collectivités territoriales décentralisées qui devraient en principe accompagner les jeunes. D'abord, dans cette loi, les jeunes en association s'enregistrent dans les mairies de la localité et les mairies doivent créer des activités génératrices de revenus pour remonter. Ça n'enlève en rien le plan sectoriel de développement du gouvernement. Mais est-ce que ces deux choses-là pourront être mises ensemble? Bon, voilà, malheureusement. Alors, on va basculer au plateau B. Nous recevons Consti Lamine, le plus sénégalais des Camerounais, promoteur du concept Salaka, qui a deux bonnes nouvelles pour nous ce matin. Lesquelles, Consti Lamine? Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka qui accueillent encore ce lundi matin leur concept de vente en direct à la radio et télévision Equinox. Alors, deux bonnes nouvelles ce matin. La première nouvelle est la suivante. Alors, le concept Salaka a décidé, une fois de plus, d'accorder une prolongation de la double réduction du côté du magasin Milan Tapi, toujours à la demande de la clientèle. Vous aviez été nombreux à nous appeler le week-end, nous demandant une prolongation. Ah ben oui, je vous ai écouté. Alors, je vous accorde encore plusieurs jours de double réduction du côté, bien sûr, du magasin 1001 Tapis en face le Palais d'Ika. C'est en plein cœur de la ville de Douala, au Cameroun, bien entendu. Alors, la deuxième nouvelle ce matin, c'est que le concept Salaka vous permettra, dans quelques jours, chers téléspectateurs, de pouvoir acheter des correcteurs de posture. Oui, pour tous ceux qui ont des problèmes de mal de dos ici derrière, vous aurez donc dans quelques jours la vente dans cette émission des correcteurs de posture qui nous viennent tout droit des États-Unis d'Amérique. Vous aurez l'occasion de vivre en direct à la télévision des démonstrations, des images, quelques ventes réalisées par tout le monde grâce bien sûr à nos différents partenaires. C'est donc là les deux bonnes nouvelles de ce matin. Je vous le rappelle, prolongation de la double réduction au magasin Milan Tapi et bien entendu la vente dans quelques jours des correcteurs de posture pour tous ceux qui ont des problèmes de mal de dos. C'est l'occasion plus que jamais de commencer déjà dès à présent à appeler le concept Salaka pour avoir plus d'ample d'informations.
Nous allons tout de suite passer à la vente de ce matin qui est bien entendu toujours sur le Von Bio Oméga 3 et bien entendu Von Bio Lotion. Ces deux produits de santé commercialisés au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka de Consti Lamine. Nous allons tout de suite commencer par la présentation de votre complément alimentaire que voici bien entendu le Von Bio Oméga 3. C'est un complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. C'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 que voici permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Il permet également de nous prévenir contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Il permet également de combattre le rhumatisme, les crampes, bien entendu, toutes ces maladies-là qui nuisent à notre santé au quotidien. La solution est donc là, c'est bel et bien le Von Bio Oméga 3 qui est vendu au Cameroun depuis plusieurs années et aujourd'hui ils sont nombreux qui ont retrouvé le sourire, ils sont nombreux qui ont adopté ce complément alimentaire, je vous le conseille également, bien entendu. Alors parlons donc du prix. Il coûte normalement 6 000 francs, mais dans le cadre du concept Salaka, vous l'avez à 5 500 francs, votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3, et c'est une boîte de 30 gélules et une gélule par jour pendant le repas. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également de cette lotion des diabétiques. C'est un lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette permet d'embellir la peau des diabétiques, de la nourrir, de la protéger. Ah ben oui, vous l'avez à 6 000 francs. Toujours en vente au concept Salaka. Alors le point de vente pour ceux qui ont besoin d'acheter leur Von Bio Oméga 3 ou alors d'acheter leur lotion des diabétiques, vous allez vous rendre tous les jours de lundi à samedi de 9h à 18h au magasin 1001 Tapis en face le Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Et pour ceux qui sont hors de la ville de Douala, qui ont besoin d'un Von Bio Oméga 3 ou alors d'une lotion, vous appellerez directement le concept Salaka et bénéficiez d'une livraison à domicile, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays. C'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5 500 francs. Il faut également rappeler qu'en dehors du Von Bio Oméga 3, on a également d'autres Von Bio, notamment le Von Bio Detox, le Von Bio Libido, le Von Bio Gastro, le Von Bio Sleep et bien entendu le Von Bio Cardio. Tous ces Von Bio sont commercialisés au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka de Consti Lamine. Alors c'est l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de vous rapprocher du côté du magasin 1001 Tapis et de commander dès à présent votre Von Bio Oméga 3. Alors ne l'oubliez surtout pas, la santé elle est importante, la santé elle est délicate et aujourd'hui la solution c'est avec le Von Bio Oméga 3. Merci et très bon début de semaine à tous les clients du concept Salaka. Alors merci infiniment à vous autres. On va dire que Modeste Mbami a été, on va dire, un peu testé pour voir si il est avec l'équipe actuelle ou pas. Donc avec sa réponse, on peut désormais savoir pour qui, quelle est sa position, pour qui il roule. On aurait quand même bien souhaité qu'il soit des nôtres. Malheureusement, il a choisi d'être en marge de ce qui se passe. Donc il va rejoindre dans sa JBCR les Boumal et les Patrick Boumandem, tous ces gens-là qui sont aujourd'hui, on va dire, dans l'autre tranchée face à l'équipe actuelle, malheureusement. Donc on va continuer à voir ce qui se passe dans ce football camerounais très divisé, malheureusement, très divisé. Et on va voir également que Samuel Eto'o a tout récemment demandé pardon à Iya Mohamed. Qu'est-ce que ça présage? Dans les jours à venir, on verra très bien pourquoi un tel acte d'humilité pour Iya Mohamed, lorsqu'on sait quel est l'impact d'Iya Mohamed et que depuis qu'il est parti, le football camerounais ne s'en est toujours pas remis de son absence à la tête de la FECAFOOT. Donc, on va essayer de voir, même si beaucoup vont me dire que qu'est-ce qu'il faisait lui aussi à la FECAFOOT. Mais il faut quand même noter que... oui. On agit parfois, c'est le diable en veste qui est assis à côté de vous, posez des actes. C'est bien après que vous découvrez des informations. Il faut savoir qui est le vrai diable qui était déjà assis, décrypter d'abord à ce niveau, voir ce que le diable, les actions de ce diable
voilà, c'est que l'action de ce que lui-même a posé, M. Eric Fopoussi, Voilà. a conduit à cette incarcération dont il réclame via par voie de médias. Et je m'attendais à ce qu'il s'emploie à dire qu'il va rencontrer le chef de l'État, c'est quand même son père. D'accord, Qu'on très le bien. démène, non, Justement, monsieur et surtout pour le cas de Yanon, IA devait être à l'Africa Foot. Bon, Oui, absolument. nous sommes Pourquoi? tous d'accord avec ça. Oui. Maintenant, le problème, c'est ça qui montre, et vous l'avez développé tout à l'heure, même la colère de Charles Lamère, bien que ça parlait des manifestations publiques, ça montre comment l'administration, alors les institutions ne savent pas encadrer leurs compatriotes, ceux qui gèrent les administrations. Oui. Voilà quelqu'un, d'abord, il est Sodecoton. Le DGA de Sodecoton vient au tribunal tous les jours. Il dit que mais, moi, je suis témoin, je vais parler de la gestion de Sodecoton. On ne l'entend pas. Voilà. Mais on le condamne de DG. Maintenant, lui vient à l'Africa Foot. Il arrivait comment? Il dirigeait à l'époque le Diamahor Football Club qu'on a transformé en Coton Sport. Et après, on a vu. Mais bon, Malheureusement. c'est comme ça dans notre pays. Voilà. Et peut-être même qu'il y aura des implications de gestion sur la Sodecoton, comme ça a été le cas avec le chantier naval industriel du Cameroun, comme ça a été le cas avec la Sonara. Ok. Donc, Au dernier jour, ils diront que je suis prophète. Alors, il y a André Luther-Meka qui a dit ce matin sur Radio Equinox que le stade Chapouma est le 10e plus beau stade du monde. Selon qui? C'est lui a posé la question. Moi, je ne connais pas. Bon, J'espère, M. experts en Eric Lyon? Fopoussi, qu'il est candidat à la Bon, députation ou la mairie. je ne sais pas. Et moi, je lui ai dit, mais J'espère au comment moins, un stade parce peut que- être beau alors qu'il n'a pas encore abrité une seule rencontre? Bah, de quel expert? Bon, on ne sait pas. Bon, je sais pas. Bon, bref, c'était une petite, on va dire, un petit bonus avant qu'on ne se sépare ce matin. Madame, monsieur, passez une belle journée sur Equinox Télévision. On se retrouve demain, 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.